Salut! Salut! Ça va? Ben oui, toi? Oui, ça va très bien. Jour d'enregistrement. Ça arrive un peu moins souvent, mais on est toujours très contente de se retrouver pour un épisode. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, l'épisode, on va très peu parler. Ça va être très intéressant. Mais avant qu'on se lance dans qui est notre invité et révéler son identité, j'ai quelques annonces à faire. Ben vas-y. Je vais les faire. Donc, on a un nouveau projet de recherche. Non. Je n'ai pas de nouveau projet de recherche. C'est pas un projet de recherche. C'est un projet de communication. De formation professionnelle. Exactement. Qui s'appelle Silence en science. C'est des vidéos vulgarisées de 2 minutes environ qui sont déjà sorties si vous écoutez ce podcast-là à sa sortie ou plus tard. Donc, en fait, on prend des méthodologies, des fois plus compliquées à imager en podcast, puis on les met sous forme de vidéo. Fait qu'on vous invite à aller regarder ça. C'est super intéressant. On a eu beaucoup de plaisir à le faire aussi. Fait qu'on a total 5 vidéos là, qui vont être bientôt disponibles en sa totalité. Fait qu'on vous invite à aller écouter ça. Puis, ça m'amène à vous dire, en fait, si jamais c'est le genre de projet qui vous intéresse, vous voudriez faire des vidéos ou vous voudriez participer au podcast, bien, on recrute des étudiants ou des étudiantes qui voudraient venir nous jaser ou faire les vidéos si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu plus. Puis, même chose, c'est un centre de recherche, une organisation de recherche, peu importe, qui voudrait faire rayonner la recherche de votre organisation, de votre équipe, peu importe, bien, on vous invite à nous écrire au centurion@hotmail.com pour un partenariat. Fait qu'on veut vraiment élargir nos horizons, puis fait qu'on vous invite à nous écrire. On est en recrutement présentement. Ouais. Fait qu'on peut maintenant... On passe. On part. OK, fait qu'aujourd'hui, on reçoit Marjorie Vachon, qui est étudiante à la maîtrise en criminologie à l'Université Laval. Salut! Salut les filles! Ça va bien? Oui, ça va, vous autres? Oui. Pas trop nerveuse? Non, ça va. Je suis très contente d'être là. Parfait. Si tu veux commencer par parler de qu'est-ce que tu as fait qui t'a mené à la maîtrise en criminologie, peut-être, ton parcours? Parce que là, on connaît vraiment pas ce domaine-là. Ouais, non. On est très débutante là-dedans. Ouais. Là, c'est très loin de qu'est-ce qu'on fait, là. Fait que... Vous êtes probablement pas les seuls. Je crois que les gens à la maison vont sont au même niveau que vous, fait que ça va me faire plaisir de détailler ça. Mais je peux commencer en me présentant puis dire un peu ce que j'ai fait là, dans mon parcours, là, mes expériences. Donc, comme tu as dit, là, je suis étudiante à la maîtrise en criminologie. Je suis sous la supervision du professeur Yannick Charette. Donc, on s'intéresse principalement aux personnes qui présentent des troubles de santé mentale et qui ont commis un crime grave. OK. Donc, plus précisément, je m'intéresse à la prise en charge institutionnelle de ces personnes-là. Donc, à partir du moment qu'ils commettent un crime et qu'on décide de porter des accusations criminelles envers ces personnes-là, bien, comment nous, la société, on prend en charge ces personnes-là. Donc, ça, c'est un peu mes intérêts de recherche de façon générale. Comment on peut faire pour améliorer la prise en charge de ces personnes-là. Ça étant dit, j'ai aussi un baccalauréat en criminologie. Donc, j'ai exercé en tant que criminologue là, dans les dernières années, principalement auprès de la protection de la jeunesse, donc à l'évaluation des signalements. J'ai fait ça dans les dernières années, pendant que j'étais au baccalauréat, puis un petit peu à la maîtrise. Mais sinon, j'ai travaillé aussi en intervention en situation de crise, donc au Centre de prévention du suicide de la Ville de Québec. Donc, là aussi, ça touchait santé mentale, situation de crise et tout. Mm-hmm. J'ai travaillé aussi en psychiatrie légale, là, justement, auprès des personnes qui reçoivent un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, que je vais vous expliquer fort probablement plus tard. Donc, j'ai travaillé à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, donc autrement appelé Robert Giffard. De là, un peu mon intérêt là, pour ce sujet-là. C'est là un peu que ça vient, là, mes intérêts de recherche. Donc, j'ai adoré cette expérience-là. Puis là, récemment, en fait, là, dans la dernière année, je suis auxiliaire de recherche. Depuis que j'étais à la maîtrise, je suis sur quelques contrats de recherche avec l'Université Laval. En ce moment, on travaille là, en collaboration avec le service de police de la ville de Longueuil, le SPAL. Dans le fond, on est engagé par le gouvernement pour évaluer l'efficacité d'un nouveau programme de policiers. Ça s'appelle les policiers réseau. En fait, c'est des policiers qui ont une formation supplémentaire pour intervenir auprès des personnes qui présentent des troubles de santé mentale, une problématique d'itinérance. Oui, parce qu'il y a vraiment une petite lacune là, au niveau de la formation des policiers là, pour cette clientèle-là. Donc, c'est comme une formation supplémentaire que ces policiers ont. Mais ils ont aussi une façon différente d'intervenir auprès de ces personnes-là, c'est-à-dire que c'est comme des policiers un peu de quartier, police communautaire qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir plus à pied dans leur quartier, ils vont créer des liens avec la communauté, avec les ressources communautaires avec lesquelles ils collaborent au quotidien. C'est une espèce de logique de prévention, donc d'intervenir en amont. Comme ça, quand il y a une crise, mais par exemple, une personne plus marginalisée est en crise, ben, l'idée, c'est que quand il voit son policier réseau arriver, qui a déjà parlé auparavant, ben, il a plus tendance à se calmer rapidement. Ouais.
Non, pas le contraire, de comme, oh mon Dieu, je vais me faire arrêter. Oui, c'est ça. Puis voir un peu le policier avec tout ce que ça représente comme le figure d'autorité. Donc, exact. Fait que c'est super intéressant comme projet. Puis ça fait quelques années au plus là, que ça existe. Donc, le rôle un peu du projet de recherche, c'est d'évaluer l'efficacité du programme. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne depuis son implantation? Fait que comment que je fais ça dans mon quotidien un peu? Il y a plusieurs volets là, à la recherche, là, mais on a commencé en faisant des observations avec les policiers dans leur corps de travail. Donc, on les accompagnait, par exemple, en patrouille dans leur intervention, fait de voir un peu comment ils entraient en contact avec la clientèle, puis comment que la clientèle réagissait face à leur intervention. Fait que c'était plus un rôle d'observation. Ensuite, on a fait des entrevues aussi avec les policiers, avec la clientèle, avec les organismes communautaires, pour avoir un peu leur perception, comment ils voyaient ça, l'intervention policière. Puis en ce moment, là, c'est plus un volet de recherche, de codage qu'on appelle, d'analyse. Donc, on a accès aux rapports policiers. Donc, les rapports policiers dénotent un peu toutes les interventions policières qui ont été faites dans la journée. Fait que là, mon rôle, c'est un peu d'analyser tout ça, voir qu'est-ce qui a été fait dans l'intervention, comment ça s'est résorbé et tout. Donc, je suis là-dessus là, depuis quelques mois. Donc, ça, c'est mon quotidien ces temps-ci. Mais sinon, la session dernière, j'ai commencé aussi à enseigner au cégep de Sherbrooke. Ouh, ça, c'est excitant. Oui, j'ai vraiment aimé ça en technique policière. Donc, j'ai enseigné le cours Intervention en situation de crise. Fait que ça fait un peu partie de mon background. Là. Donc, j'ai vraiment apprécié cette expérience-là. Donc, j'aimerais ça continuer un peu dans cette lignée-là là, pour les prochaines années. Question vraiment de base. Là. Oui. C'est quoi un criminologue? Oui, bonne question. Avant qu'on se lance dans ton projet de recherche. En fait, là, tout ça, c'est les bases. Tout ce que tu as fait, plus ton projet de recherche. Ouais. Puis on se demande c'est quoi un criminologue. Fait on commence par ça. C'est quoi être criminologue? C'est quoi être criminologue? Bonne question. Bien, on va commencer par peut-être la criminologie en général. Oui. Je dirais que c'est l'étude du phénomène criminel à la base. On cherche à comprendre de façon générale qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va passer à l'acte versus une autre non. Fait qu'on se questionne beaucoup sur les causes du crime. C'est quoi les facteurs de risque qui sont présents chez la vie d'une personne qui font en sorte qu'elle serait plus susceptible de passer à l'acte plutôt qu'un autre. Fait qu'on parle beaucoup de facteurs criminogènes, donc des éléments à risque dans la vie de la personne. Ça, c'est un champ quand même assez populaire là, dans l'étude de la criminologie. Ça s'appelle le courant déterministe, donc trouver les causes du crime. Il y a un autre courant que c'est plus le courant de la réaction sociale. Fait que c'est à partir du moment où la personne commet un crime, bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que société, comment qu'on y réagit? À la base, ça peut être juste pourquoi un comportement est criminalisable versus un autre non. À travers les années, il y a des comportements qui ont comme changé. Par exemple, l'homosexualité, on recule, c'était criminalisable. T'sais. Fait que pourquoi certains comportements le sont versus d'autres dans le code criminel, en fait. Fait que ça peut être ça peut être au niveau comment qu'on y réagit, pourquoi il y a des peines qui sont plus graves, pourquoi il y a certains crimes qui nécessitent une peine plus grave qu'un autre, pourquoi il y a une espèce d'échelle de gravité entre certains comportements. Donc, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, par exemple. Puis comment nous, en tant que société, on prend en charge la criminalisation des comportements, donc au niveau institutionnel, donc des milieux carcéraux, en fait. Fait que ça, c'est plus le courant de la réaction sociale. Puis il y a comme un troisième courant là, dans lequel je m'inscris davantage, là, c'est la criminologie critique. Fait que ça le dit un petit peu dans le mot. Mais en fait, là, nous, on se questionne à savoir est-ce que la façon qu'on prend en charge ces personnes-là, est-ce que c'est la bonne façon? Fait qu'on critique un petit peu les systèmes de justice traditionnels, à voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, les lacunes, puis comment surtout on peut faire pour améliorer les institutions qui prennent en charge. Vous êtes les chialeux, là. Oui. On est les chialeux. On pourrait se dire ça de même. Oui, exact. Puis on est beaucoup, tu sais, rien enlevé pour les autres courants, là, mais on est beaucoup à la défense des droits des personnes plus vulnérables parce que, vous allez vous en rendre compte que ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de facteurs criminogènes et qui ont un passé assez difficile, donc qui sont vulnérables. T'sais. Fait que ces courants-là, c'est beaucoup à la défense de ces personnes-là. Fait que c'est vraiment dans le courant dans lequel que je m'inscris. Fait que c'est un peu ça, la criminologie puis les champs de recherche de criminologie. Après ça, si on devient criminologue puis on est plus dans l'intervention, bien là, c'est autre chose. Je dirais que c'est plus un rôle d'accompagnement. Donc, on accompagne les personnes qui présentent différentes problématiques.
Évidemment, on est en criminologie, donc c'est sûr que le crime fait partie intégrale des problématiques. Là. Donc, on accompagne ces personnes-là à régler certains éléments dans leur vie. Je donne souvent l'exemple pour une personne qui n'a aucune idée c'est quoi. Ça peut se ressembler à un travailleur social, par exemple. Une personne qui travaille en relation d'aide, qui sont là pour accompagner les personnes. Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis quand, mettons, on travaille en tant que criminologue, bien, notre première tâche, ça va être de faire un portrait de la vie de la personne, puis identifier c'est quoi les facteurs, encore une fois, je parle de facteurs criminogènes, qui sont dans la vie de la personne qui feraient en sorte qu'elle est plus susceptible de reconnaître un crime, par exemple, dans le futur. Fait qu'en criminologie, on parle souvent des Central 8. C'est comme 8 facteurs qui ont été démontrés comme étant le plus statistiquement significatif en lien avec la récidive criminelle. Donc, c'est les facteurs sur lesquels on s'attarde davantage. Je peux vous en nommer quelques-uns. Là. Ça peut être, par exemple, les pairs prosociaux. Donc, est-ce que la personne est entourée de personnes significatives pour lui, positives pour lui, ou au contraire, elle se tient des personnes criminalisées? L'entourage. Oui, l'entourage. Ça peut être l'occupation, donc le travail, l'éducation. Est-ce que la personne a une éducation? Est-ce qu'elle a un travail? Sinon, comment on peut faire pour la scolariser? Abus de substances, consommation de substances, pauvreté. Fait que ça, c'est tous des facteurs qu'on va aller identifier. Puis le rôle du criminologue, ça va être de travailler en collaboration avec la personne sur ces facteurs criminogènes-là, essayer de les enlever de la vie de la personne pour diminuer son risque de récidive criminelle. J'ai une question. Est-ce que les facteurs, tu sais, mettons que la personne en présente plusieurs, est-ce qu'ils s'additionnent ou est-ce qu'ils se multiplient, mettons? S'ils s'additionnent ou se multiplient? Je pense que c'est une question de recherche. C'est une question de recherche. Puis, tu sais, c'est vraiment... moi, je suis vraiment pas... c'est vraiment pas mon champ d'expertise. Là, la prédiction du risque de récidive, c'est très... encore une fois, c'est très populaire comme sujet de recherche. Ça serait une bonne question à poser au professeur Patrick Lucier. J'ai dit ça comme ça. Parfait, on va le taguer, puis il va répondre. Oui, c'est ça. Bon, mais effectivement, le plus qu'il y a de facteurs criminogènes, effectivement, le plus que le risque de récidive est élevé. Oui, c'est ça. Une bonne précision à aller. C'est ça, ce qui est les facteurs, ils sont interreliés, interagissent ensemble. La somme est plus grande que. Non, le tout est plus grand que la somme des parties. C'est ça. Bref. C'est ça. OK. Puis ton projet de recherche à la maîtrise s'insère dans ce courant-là. Criminologie critique. Ouais. Donc, que j'essaie de me questionner sur la prise en charge institutionnelle des personnes qui présentent des troubles de santé mentale, puis j'essaie d'améliorer un petit peu cette prise en charge-là, améliorer les institutions. 2 choses. Prise en charge institutionnelle, on parle de quoi exactement? Puis aussi, tu te concentres sur les crimes graves? Oui. C'est quoi un crime grave? Y a-t-il d'autres types de crimes? Bonne question. C'est quoi? Prise en charge institutionnelle, c'est à partir du moment que, justement, la personne commet un crime, puis qu'on décide de poser des accusations criminelles. Donc, dès que le système de justice entre en ligne de compte. Parce que je rentrerai peut-être pas là-dedans, mais avant de porter des accusations, ils ont d'autres voies de déjudiciarisation qu'on appelle. Donc, à la place de poser des accusations, on peut proposer des programmes qui évitent la judiciarisation, qui permet, là, dans le fond, ça s'appelle, mettons, à Québec, c'est des programmes PAGE-SM que ça s'appelle. C'est vraiment, vraiment pertinent, là, ces genres de programmes-là, puis ça serait autant un champ d'intérêt pour moi, là, dans un projet futur, peut-être. Mais ça permet vraiment, par exemple, on propose à la personne de s'investir dans un suivi psychologique, donc avec un psychiatre. En échange de ton implication, on enlève tes accusations criminelles. OK. Mais même pas pour des crimes graves. Pour des crimes graves. C'est ça. Ben, on part. T'as tout compris. Fait que c'est ça pour des crimes moins graves. Que la personne présente des troubles de santé mentale, mais qui ne concordent pas nécessairement avec le verdict de non-responsabilité criminelle. C'est comme s'ils ne concordent pas dans les critères, ben c'est comme une alternative qui permet d'éviter les accusations. Fait que quand je parle de prise en charge institutionnelle, c'est vraiment quand le système de justice entre en ligne de compte. OK. Après ça, pour les crimes graves, en fait, moi, je parle de crimes graves, considérant que c'est mon sujet de mémoire. Là, je vais vous expliquer. Là, dans le fond, je m'intéresse au statut d'accusé à haut risque. Puis ce statut-là s'applique seulement aux personnes qui ont commis des crimes graves. Donc, c'est pour ça que je parle de crimes graves. Quand je parle de crimes graves, c'est meurtre, voie de fait grave. OK. Ça peut être délit sexuel, agression sexuelle, mais vous allez voir que c'est très rare là, chez les personnes qui présentent des troubles de santé mentale. C'est pour ça que je me restreins à meurtre, voie de fait grave. Mais ça ressemble à ça en général. Pause. C'est quoi voie de fait? Voie de fait, c'est, mettons, c'est dès qu'il y a un contact physique. Ça peut être un coup de poing, une bagarre,
Oui, Okay. exact. C'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Mais je l'ai tout le temps entendu, mais j'étais comme, ah, ben oui, tu sais, mais non. Non, c'est ça. Ben, bonne question. Ouais. Non, mais je me demandais si c'était pas genre des vols. Non. OK. C'est ça. Dès qu'il y a un contact physique, mais tu sais, ça peut être, je peux... dès que je te touche, je peux te cracher dessus, ça peut être un voie de fait, je peux... ouais. OK. Ouais, fait que c'est ça. Mais voie de fait grave, c'est que c'est vraiment avec lésion, là, tu sais, faut que la personne... évidemment, c'est pas juste une petite pichenote, là. OK. Mais ouais, OK. c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Non, je pense qu'on peut continuer. Crime grave, c'est beau. OK. Ouais, c'est ça. Ben, je peux compléter là, pour criminologue. On a fait un peu le tour pour c'était quoi le rôle du criminologue, mais aussi, je peux vous dire dans quel milieu on travaille parce que c'est extrêmement large. Ben, oui. Puis, tu sais, c'est sûr que les tâches des criminologues vont diverger là, vraiment beaucoup là, de milieu en milieu. Mais principalement, dans les milieux institutionnels, justement, on parle des milieux carcéraux, donc prison, pénitencier, comme agent de libération conditionnelle, agent de probation. Il y a la protection de la jeunesse aussi, là, pour laquelle j'ai travaillé. Sinon, ça peut être les milieux communautaires, donc les organismes communautaires qui sont dans la communauté qui vont porter sur différentes problématiques, là, toxicomanie. C'est quoi la différence avec un travailleur social? Le criminologue? Oui. C'est vraiment notre expertise, c'est le crime. OK. Fait que, tu sais, comme, mettons, par exemple, agent de probation, agent de libération conditionnelle, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent faire notre travail. OK. Puis c'est sûr que dans les dernières années, on s'est un peu battu pour garder notre expertise parce que, bon, c'est un milieu qui est très populaire là, auprès des étudiants, là, agent de libération conditionnelle. C'est très, très difficile de rentrer. Ouais, tu sais, si tu veux rentrer, il faut que t'es comme une petite porte. Il faut que tu sois chanceux, sinon tu commences en région, puis tu peux te rapprocher Québec et tout, là, mais c'est très difficile. Puis pourtant, justement, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent faire notre emploi, mais pourtant, on a une expertise supplémentaire qui est le crime, tu sais. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça qui nous différencie, c'est notre expertise en criminalité. Mais comme je te dis, il y a plusieurs emplois que les autres professionnels peuvent faire aussi. Là. OK. Fait que, voilà. Donc, organisme communautaire. Puis sinon, avec une maîtrise, ce qui est intéressant, on peut travailler avec les corps policiers comme analyste. Ça touche un peu plus l'imaginaire là, des gens qui connaissent pas trop la crimino, là, mais c'est plus de l'aide. Oui, c'est ça. Toutes les séries de crimes. Exact, oui. Tu sais, on entend souvent « Ah, t'es enquêtrice » ou tu sais. Non, pas vraiment, mais il y a des emplois quand même qui peuvent se rapprocher. Fait qu'analyste dans les corps policiers, on peut apporter de l'aide aux enquêtes. Donc, si, par exemple, ils ont des indices qui portent vers différents suspects, ben, en fonction de nos connaissances qu'on a, on peut donner apporter de l'aide aux enquêteurs pour dire selon ce qui est passé sur la scène de crime, moi, ça mène plus à dire que c'est ce genre de personne-là qui aurait pu commettre le crime. Justement, on écoutait de quoi à la maison, là, puis c'était justement ça, c'était comme un professionnel des patterns psychologiques de la personne. Fait que, il travaillait avec genre, des policiers, puis là, mettons, il y avait des crimes qui étaient commis, puis ça, c'est vraiment un serial killer, de forme même, il était tel type. Fait que c'est un peu ça, finalement. C'est exactement ça. Ouais. OK. Selon ce que tu fais sur une scène, tu sais, par exemple, est-ce que tu as utilisé une force létale envers ta victime ou non? Est-ce que tu as laissé Est-ce que tu as quitté la scène par la suite? Est-ce que tu es resté... Peu importe qu'est-ce que tu fais sur la scène de crime va mener vers un portrait de type. Fait que selon les indices qu'on a, on peut donner un profil type de suspect qui va aider les enquêtes. Ouh, ça, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais peut déboucher, mettons, c'est dur de rentrer. Exactement. C'est très difficile, puis c'est peu... Même les corps policiers, ils n'ont pas de poste ouvert par rapport à ça. C'est en voie de développement. Là. J'imagine que dans les prochaines années, ça va plus se développer. Là. Mais ouais, c'est un travail très intéressant. Tu peux aussi, là, par exemple, c'est plus du quantitatif. Là. Moi, je fais du qualitatif. Mais en quantitatif, on peut, par exemple, identifier les points chauds de criminalité dans le quartier, c'est-à-dire c'est où les coins de rue qui a le plus de crimes, quel genre de crimes. Fait que ça aide un peu les patrouilleurs dans leur patrouille, justement, d'aller dans des points stratégiques. Fait que ça, c'est des trucs vraiment intéressants. En tant que criminologue, on peut aussi travailler en collaboration avec les patrouilleurs. Il y a parfois des équipes mixtes d'intervention, donc des policiers avec des criminologues. Ça, c'est aussi un avenue que je garde, que j'aimerais peut-être explorer. Je ne l'ai pas fait encore. C'est vraiment l'enseignement ou le milieu policier, donc intervenir en situation de crise avec les policiers. Ça peut être le rôle d'un criminologue aussi. Tu l'as déjà fait? Non, c'est ça, je n'ai pas fait encore. Mais, tu sais, toutes mes expériences...
concorde pour ça. Tu sais, le cours que j'ai enseigné, intervention en situation de crise, c'était exactement ça, tu sais. Fait que je serais vraiment intéressée de le faire. Ça serait cool. Ouais, ça serait cool. J'aimerais bien, probablement. Puis ta maîtrise. Ouais, ma maîtrise. Ouf, OK. on va y arriver. On est à placer avant d'arriver à ta maîtrise. OK, on peut manger maintenant. Ben, on sait c'est quoi les crimes graves. On sait c'est quoi la prise en charge institutionnelle. Fait que là, je pense qu'on est capable. On a quelque chose. On y va. OK, on va partir. Dans le fond, je vais vous dire un peu mon sujet, puis on va repartir du début. Donc, je m'intéresse à la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Donc, ça, c'est un verdict qui peut être utilisé au niveau judiciaire. Mais pour bien comprendre mon sujet de maîtrise, je vais comme retourner à la base de... Ouais, on repart pour que vous compreniez de où ça part, ce verdict-là, dans le fond. Dans le fond, c'est que ce verdict-là, ça existe depuis la création du Code criminel. Dans le fond, depuis 1892, cette défense-là existe, c'est juste qu'elle a eu plusieurs noms différents. Okay. Dans le temps, c'est appelé la défense de l'aliénation mentale. Ouais. Mais ça a toujours eu les mêmes critères, en fait. Là. Pour que quelqu'un utilise ce verdict-là, il doit avoir différents critères. Fait que je vais vous les détailler parce qu'ils sont encore d'actualité en ce moment. Donc, pour utiliser le verdict, la personne doit, premièrement, présenter un trouble de santé mentale grave. Quand je parle de trouble de santé mentale grave, je ne vais pas toutes les nommer, mais ça peut être schizophrénie, trouble de bipolarité. Okay. Donc, on exclut tous les troubles de l'humeur, anxiété, dépression. Ça fait pas partie de ça. OK. Ouais, fait que c'est vraiment... Mais il y a aussi des... je n'irai pas en détail, là, mais il y a quand même des critères assez précis. Là. Par exemple, la consommation d'alcool de façon volontaire ne serait pas une bonne excuse pour dire... pour utiliser le verdict de non-responsabilité criminelle. Mais mettons, là, tu dis dépression, ça ne l'est pas. Dépression grave, ça peut l'être. OK, bien, c'est ça. Ouais. Okay. C'est pour ça que c'est très, très... Puis je suis pas psychiatre, puis c'est tout le temps au psychiatre de déterminer. Il n'y a pas une... Je pense pas qu'il y a comme une liste, là, tu sais. Il faut vraiment que le psychiatre évalue la personne. Parce que même anxiété, si quelqu'un a une crise de panique, je sais pas, tu sais. Bien, c'est ça, parce que, tu sais, prochain critère, c'est, problème de santé mentale grave. Ensuite, il faut que le trouble de santé mentale soit présent au moment précis du délit. Ouais. Puis en plus, il faut que ça soit au moment du délit, mais il faut que ça ait altéré sa capacité de distinguer le bien du mal. Fait qu'il faut que ces trois éléments soient là. OK. Fait que c'est très, très, très difficile à prouver. C'est tout qu'un travail au psychiatre là, à évaluer. Puis on n'est pas là quand le crime est commis. Le psychiatre n'est pas là. Ça. Mais ça doit être très critiqué. Ben oui. Il y a beaucoup, un bon pan de la littérature qui se penche sur ce sujet-là parce que c'est très... il y a des avocats de la défense, des avocats de la couronne qui font des expertises, des contre-expertises. Fait que, mettons, si le psychiatre me dit, moi, je pense qu'il était non criminellement responsable au moment du délit, OK, je vais aller chercher une contre-expertise qui va me dire le contraire. Non, c'est ça, c'est pas... À moins d'avoir une caméra dans la place. C'est ça. Puis je le sais pas, mais dans le cas de crise ou de crime grave, tu dois peut-être pas être là. Fait que si tu te rappelles plus du tout de la scène, tu peux pas te dire si tu distinguais le mal du bien parce que tu te rappelles de rien, je sais pas. Exact, mais je peux te donner un exemple de distinguer le bien du mal, ça se rattache un peu à perdre le contact avec la réalité. Fait que justement, si la personne, elle se rappelle plus du tout, c'est quand même un bon indice un indice au psychiatre qui fait en sorte, OK, il était déconnecté de la réalité. C'est quasiment le meilleur indice, on dirait. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Parce que on se base sur quoi? On se base sur les récits de la personne. Si la victime est encore vivante, la victime est bien placée un peu pour détailler les événements. Sinon, il y a les policiers, quand ils sont arrivés sur place, la personne était comment? T'sais? Est-ce qu'elle est en psychose encore? Puis justement, là, souvent, la personne qui est déconnectée au moment du délit va encore avoir des symptômes après la commission du délit. Fait que le psychiatre va pouvoir l'évaluer puis selon ses symptômes. Genre 2 minutes. Puis c'est ça. Okay. C'est assez rare. Fait que le psychiatre peut quand même l'évaluer comme il faut. Fait que ça ressemble à ça, les critères. Ces critères-là sont là depuis la création du Code criminel. Fait que ça n'a pas changé. Par contre, quand ça s'appelait l'aliénation mentale, quand on utilisait cette défense-là, la personne était envoyée directement en détention dans ce qu'on va appeler là, éventuellement les asiles au Québec. Donc, on les envoyait là directement, on les neutralisait, on les mettait de côté, puis on les laissait là pour une durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on disait que c'était, anciennement, le lieutenant-gouverneur qui décidait du moment venu où la personne pouvait sortir. Ouais. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise en santé mentale. Les petits lieutenants-gouverneurs. Il manque des joueurs, là. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'on est comme parti de là. OK. Fait qu'à travers les années, il y a eu plusieurs arrêts de la Cour qui ont balisé là, un petit peu ce verdict-là.
Je pense d'ailleurs à l'arrêt Swain en 1991, dans le fond, qui, à partir de ce moment-là, on a dit, là, la détention automatique de la personne, ça fait pas de sens. On doit prendre la décision qui est la moins sévère puis la moins privative de liberté possible. Donc, on doit se pencher sur le cas de la personne puis prendre la décision la moins sévère. Parce qu'on va dire que on va être vraiment dans une logique de traitement et non de punition. Ouais. On va dire, tu sais, la personne n'était pas capable de distinguer le bien du mal au moment du délit, ben, elle n'était pas capable de forger une intention criminelle, donc elle ne mérite pas d'être punie, mais plutôt d'être traitée. Fait que c'est vraiment cette logique-là qui est encore là aujourd'hui, une logique de traitement et non de punition. Donc, pour prendre la décision qui est la moins sévère, la moins privative de liberté possible, on va créer ce qu'on appelle la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec. C'est quoi cette commission-là? C'est un regroupement de spécialistes en santé mentale, donc avocats, psychiatres, psychologues, qui vont prendre des décisions importantes par rapport aux trajectoires des personnes qui... Il n'y a pas de criminologue? Non, je pense pas qu'il y ait de criminologue. Okay. Non, par contre, j'ai assisté à plusieurs commissions d'examen, puis dans le fond, c'est que ces personnes-là reçoivent le rapport du psychiatre au préalable, des fois le rapport du criminologue. Les criminologues, on peut faire des rapports, les envoyer, fait qu'ils prennent quand même notre position là, en compte. Là, fait qu'on a quand même un petit rôle à jouer. Okay. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est eux qui vont prendre des décisions qui sont, d'après moi, plus justifiables que le lieutenant. Ouais. Ah oui? Fait que je vous donne des exemples un peu de les genres de décisions que ces personnes-là peuvent prendre. En fait, là, quand une personne va à la cour, utilise cette défense-là de verdict de non-responsabilité criminelle. Moi, je prends la défense de non-responsabilité criminelle. Le juge m'ordonne ce verdict-là. À partir de ce moment-là, la commission d'examen peut prendre 3 décisions. Elle peut soit libérer la personne inconditionnellement. Mm-hmm. Je donne un exemple. Si, par exemple, la personne a commis un voie de fait, par exemple, puis, on parlait tantôt que, bon, habituellement, les symptômes durent longtemps, mais ça se peut qu'une personne soit en psychose brève, qu'on appelle, puis que ça soit circonscrit dans le temps, puis commet un délit, puis qu'après ça, la journée d'après, elle va mieux. Sa maladie est résorbée, puis qu'elle n'a pas nécessairement des facteurs de risque importants dans sa vie, qu'elle va bien, qu'elle ne représente pas de risque pour la société, bien, on se rappelle qu'il n'y a pas d'optique de punition. Hein. Fait que si la personne ne présente plus de risque pour la société, on peut la libérer inconditionnellement. Genre consommation de substances... Exemple qu'il n'y a pas de ces facteurs-là dans sa vie. Tu peux faire une psychose brève avec une prise de médication qui est une combinaison de médication qui est non récréative, par exemple, là, parce que ça, comme je disais, là, la prise intentionnelle de substances de façon récréative. Mettons que tu consommes des champignons magiques et que tu fais une psychose, bien ça, c'est pas justifiable parce que tu l'as pris. C'est ça. Mettons que c'était médical, tu as une prescription du médecin, mais là, ça t'a pris, tu as déjà une autre prescription qui... Ouais. Ah ouais. Ça pourrait fonctionner. Okay. Tu sais que la personne elle consomme pas, tu sais, à tous les facteurs que je vous ai dit tout à l'heure, elle les a pas, tu sais. Ouais. Ben, elle présente plus de risque pour la société, on peut la libérer. Hey, t'es-tu malchanceux si ta prescription ajoute contre une autre prescription? C'est ça, des mélanges de médicaments. Ouais, puis des prédispositions, des fois, tu sais, la schizophrénie, ça peut être déclenché par, je suis pas psychiatre là, non plus, mais tu sais, des combinaisons comme ça. Fait que, c'est vrai. Ouais. OK. Fait que dans ces cas-là, on peut libérer la personne. Fait que c'est une des positions qu'on peut prendre selon la commission d'examen. L'autre décision, c'est qu'on peut libérer la personne, mais sous certaines conditions. Les conditions, ça peut être de prendre la médication, de se présenter à ses rendez-vous médicaux, par exemple. Mais la personne est libre en société quand même. La troisième décision qu'on peut prendre, c'est sur laquelle je m'intéresse le plus, c'est la décision d'une détention en milieu hospitalier. Donc, on décide d'envoyer la personne en milieu hospitalier. Ça ressemble à quoi? C'est une détention en milieu hospitalier. Bien, c'est un peu un entre-deux entre une prison puis un hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des unités de traitement qui ont des niveaux de sécurité qui varient là, entre elles. Là, mais par exemple, une unité qui est à haute sécurité, ben, c'est un peu comme une prison. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui sont barrées, il y a des agents qui sont sur les unités. Les patients ne sont pas libres de circuler là, comme ils veulent. Mais bon, quand la personne représente un risque plus faible, ben, il va peut-être changer d'unité. Puis là, ça va être plus comme un aire de vie. Là. Quand les personnes sont envoyées en milieu hospitalier, dans le fond, c'est qu'ils ont accès à des permissions de sortie, selon les psychiatres. Donc, si, par exemple, il y a une semaine que ça va super bien, que sa maladie est contrôlée, bien, le psychiatre pourrait dire, OK, je te donne 2 heures par jour, tu es libre de sortir, par exemple, d'aller prendre l'air, tu peux revenir après 2 heures. Mais si la semaine d'après, ça va moins bien, il pourrait aussi dire, cette semaine, je t'enlève tes permissions de sortie, tu restes à l'intérieur. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne.
Puis, il n'y a pas de durée, comme une peine au criminel. Si, par exemple, je te dis, bon, ben je te donne une peine de 10 ans. Après 10 ans, tu peux sortir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une durée indéterminée. En fait, c'est une révision annuelle. À chaque année, le patient va passer devant la commission d'examen qui, elle, va voir si on peut libérer ou non la personne. Donc, c'est à chaque année qu'il y a la possibilité d'être libéré, dans le fond. Puis, bon, évidemment, ils prennent leurs décisions selon l'état mental de la personne. Est-ce que l'état mental est stabilisé? Est-ce qu'il présente un risque ou non pour la société? Fait qu'à partir du moment qu'il n'y a plus de risque pour la société, techniquement, la commission d'examen doit libérer la personne. Ça ressemble un petit peu à ça, le rôle de la commission d'examen. C'était-tu clair? Ouais. Oui, okay. Très, très clair. Merveilleux. On arrive à mon sujet? Oui, enfin! C'est ça. Donc, mon sujet, c'est la réforme de la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. J'ai comme parlé là, qu'avec les années, il y a eu plusieurs arrêts de la Cour qui ont apporté des modifications au verdict. Mais là, la réforme de 2014, ça a apporté d'autres changements. Fait que c'est sur cette loi-là que je m'intéresse. Fait qu'une loi qui a déjà 11 ans. Oui, c'est ça. Oui, ben oui, effectivement. Ouais. Calcul mental ici. Oui, c'est ça. On l'a tout fait. Moi, j'étais en Cali, hein, fait que je compte pas. Fait que 2014, en fait, il y a eu quelques changements à la loi, mais principalement, il y a eu l'ajout du statut d'accusé à haut risque. Fait que c'est quoi ce statut-là, dans le fond? C'est comme une espèce d'étiquette qui va être attribuée à un accusé qui vient de recevoir le verdict de non-responsabilité criminelle. Donc, cette étiquette est attribuée aux personnes qui ont ce verdict-là et qui ont commis un crime grave. C'est pour ça que tantôt, on parlait de crime grave. Donc, il y a certains critères que le juge doit respecter, dont il doit être convaincu qu'il y a un risque que la personne usera de violence dans le futur en raison de la brutalité de l'acte. Fait que c'est comme de dire... Son crime est tellement horrible que je pense qu'il va le refaire dans le futur. Ben, je te mets cette étiquette-là. Mais ça a-tu vraiment un lien? Que plus un crime est horrible, plus il y a des chances de... Non, OK. C'est le juge. Ben oui. C'est le juge qui décide. Oui, c'est le juge qui décide. La commission d'examen, là, elle n'a pas son mot à dire. OK. Fait qu'il se base sur... Ben, il se base sur la... Ouais. Il se base sur la brutalité de l'acte. Fait il se dit ici qu'il a commis un meurtre horrible. Là, on pense au crime qu'on voit dans les médias, là, comme qu'il a tué un passant, que ça a fait des journaux. Ben là, c'est tellement brutal qu'on va y mettre l'étiquette d'accusé à haut risque. On sait où ça s'en va. Oui, je vais te laisser. Exact. Je vais te laisser le punch. Good. Fait que voilà pour le statut d'accusé à haut risque. Qu'est-ce que ça change pour la personne? C'est que, cette personne-là va être envoyée directement en détention de manière automatique en milieu hospitalier. Fait que, tantôt, quand je vous disais, la commission d'examen elle a le droit de prendre l'une des 3 décisions que j'ai détaillées. Ouais. Là, non. Il ne prend pas de décision, il s'en va directement en milieu hospitalier. Il a le droit à aucune sortie non accompagnée à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il est obligé de rester sur son unité de traitement. Les permissions de sortie accompagnées à l'aide d'un intervenant sont autorisées, mais seulement pour des besoins médicaux ou pour des besoins de traitement seulement. Okay. Donc, c'est très restreint, puis ça doit vraiment être extrêmement détaillé par l'équipe traitante. Donc, avoir un plan de sortie, vraiment détaillé, puis approuvé par la Cour. Voilà. Troisième changement et dernier, c'est que quand je vous disais que les décisions étaient prises de manière annuelle, il y a une révision annuelle qui est prise. Pour ces personnes-là, c'est aux 3 ans. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, ils passent devant la commission d'examen aux 3 ans, donc ils n'ont aucune possibilité de sortie à l'intérieur de ce délai-là. C'est long? C'est long. C'est très long. OK. Ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce que, mettons, quelqu'un, cette étiquette-là, elle a son évaluation après 3 ans, est-ce que ça pourrait être retiré, mettons, qu'il voit que finalement, ça va vraiment bien, puis... Techniquement, ça peut. Puis c'est même pas la commission d'examen qui a cette autorité-là, dans le fond. C'est qu'on remet l'autorité, encore une fois, à la Cour supérieure. Ah ouais, hein? Fait que quand la commission se dit « OK, moi, je pense que le statut devrait être enlevé », ils renvoient la situation devant la Cour supérieure qui, eux, vont prendre une décision pour retirer le statut. Mais là, le statut il est retiré. Là, la personne n'est pas libérée. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça va prendre du temps. Là, ils reviennent pour reprendre une des 3 décisions. Je pense que théoriquement, ça se fait, mais en pratique, moi, j'ai travaillé avec à Robert Gifford, j'étais avec des clientèles à haut risque qui avaient cette étiquette-là, puis ça faisait des années et des années qu'ils étaient là. Fait que, je pense qu'en pratique, ça se fait pas... ça se fait pas beaucoup, là, mais théoriquement, après 3 ans, ils pourraient, là, si la Cour supérieure accepterait.
Donc, voilà. Puis, continue sur ce statut-là. Parfait. Je continue. Non. En fait, je vais juste expliquer en quoi c'est problématique, ce statut-là, puis pourquoi je m'y intéresse. Oui. En fait, là, c'est que déjà dans la littérature, là, il y a eu plusieurs auteurs qui se sont penchés sur le statut. Donc, je vais comme juste refaire un petit survol de la littérature qui existe sur le sujet. Donc, premièrement, il y a l'aspect, on appelle ça l'aspect symbolique de la loi. Dans le fond, c'est que ça a été créé là, par le gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui a été au pouvoir de 2005 à 2016. Fait que quand on regarde le règne des conservateurs, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été créées. C'était beaucoup à la défense de justice, criminalité, fait que protéger la société, durcir les peines. Donc, instaurer beaucoup de peines minimales obligatoires là, au Canada et tout. Donc, cette loi-là s'inscrit vraiment parfaitement là, dans cette espèce de courant-là de durcissement des peines. Ça s'inscrit aussi dans un courant très médiatique. Là. Il y a eu beaucoup de cas de non-responsabilité criminelle qui a été octroyés au Canada, au Québec, là, principalement avec l'affaire Guy Turcotte. Fait que M. Turcotte a assassiné ses 2 enfants, puis a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. La commission d'examen avait 3 choix à prendre, on se rappelle. Ils ont pris la décision de l'envoyer en détention en milieu hospitalier. Il a passé 2 ans. Donc, à sa 2e révision annuelle, la commission d'examen a décidé de le libérer parce qu'il ne présentait plus de danger pour la société. Il a été libéré. Quelques mois après le statut d'accusé au risque, la réforme a été mise en place. C'était vraiment en réponse à cet événement-là. Puis, c'était vraiment ce cas-là? Oui, et plusieurs. Là, plusieurs, mais... Ça... il a fait beaucoup jaser. Ben oui, évidemment. Je pense que les gens étaient pas d'accord avec... Non, vraiment pas. Beaucoup de manifestations pour le droit des victimes. Il y a Isabelle Gaston, la mère des enfants, a été beaucoup dans les médias. Donc, ça a vraiment créé un gros engouement contre le verdict de non-responsabilité criminelle. Stephen Harper, moi, j'ai analysé là, les débats en chambre. Puis, il fait explicitement référence là, à ces cas-là, à Guy Turcotte, à Vince Lee, Alan Schoenberg, qui sont au Canada. Donc, on voit vraiment là, que c'est en réponse à ça. C'est pas juste une association que nous, les chercheurs, on peut faire. Là. C'est vraiment dit là, dans les débats. OK. Donc, c'est vraiment en réponse à ça. C'est vraiment, on appelle ça des lois populistes parce que ça répond à une opinion de la société. Fait que le gouvernement instrumentalise un petit peu le discours de la société pour passer des lois puis gagner un petit peu en capital politique. C'est sûr que le besoin de protéger le droit des victimes, de protéger la société, c'est des besoins qui sont extrêmement légitimes. C'est vraiment pas ça qu'on dit, c'est de la manière qu'on s'y prend pour y répondre qui fonctionne pas. C'est comme si le gouvernement conservateur va dire, moi, en implantant un statut d'accusé au risque, je vais protéger le droit des victimes puis je vais assurer la sécurité de la population. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous explique pourquoi. Tu l'avais dit, est-ce que ces personnes-là sont vraiment à haut risque? Et bien non. Fait que il y a justement là, mon directeur de recherche, Yannick Charret, puis Anne Crocker, qui ont fait des études puis qui ont suivi les personnes qui ont reçu un verdict de non-responsabilité criminelle après leur libération, puis ils ont regardé la proportion qui avait recommis un crime là, dans le futur, donc le risque de récidive de ces personnes-là. Ouais. Puis ils ont déterminé que les personnes qui commettent des crimes graves, sont les moins susceptibles de récidiver. J'aurais pas pensé, honnêtement. C'est vraiment plus les crimes, voies de fait, menaces. Fait que des plus petits délits c'est des personnes qui ont plus de facteurs criminogènes dans leur vie puis qui sont plus susceptibles de récidiver dans le futur. Mais c'est intéressant. Vraiment. Tu sais, quand vous y pensez, là, j'ai pas d'exemple, mais quelqu'un qui commet un meurtre, là, à part des serial killers, là, c'est rare que quelqu'un, ça va réarriver dans leur vie. Là. C'est vrai que c'est soit justement serial killer, comme on voit dans les documentaires, peu importe, mais c'est tout. Mais ça, ce sera pas non criminellement responsable. Non, mais c'est ça, exactement. Non, c'est ça, exact. Fait que, c'est moins de 1% qui récidive après 3 ans. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais après 3 ans, est-ce qu'il y a des études à plus long terme? Oui, il y en a. Je vais pas vous dire des stats parce que je les ai pas. Je vais pas dire n'importe quoi, là, mais parmi toute la population de qui ont reçu le verdict, c'est eux qui récidivent le moins. Si on prend toute la population carcérale qui n'ont pas reçu le verdict de non-responsabilité criminelle, c'est encore de loin eux qui récidivent le moins. OK. Parmi toutes les personnes qui commettent des crimes,
ces accusés à haut risque là, qui sont susceptibles d'avoir cette étiquette-là, c'est eux qui récidivent. Là. Hey, moi, j'ai une question. C'est-tu le fait qu'ils n'étaient pas criminellement responsables qui fonctionne ou c'est le fait au lieu de les punir, on veut les réhabiliter? Hey, bonne question! Wow! Non, mais j'avais écouté la série Les pires prisons au monde. Non, mais il y avait vraiment... Ben, ça m'intéressait, puis il y avait vraiment des prisons, je me rappelle plus c'était où, je pense en Amérique du Sud, puis c'était vraiment mode punition, les conditions étaient terribles, puis il y avait énormément de récidives. Comparé à, je sais plus c'était quel pays nordique. Ouais, scandinave, puis la récidive était vraiment moins élevée, puis tu sais, ils vivaient genre en appartement, ils faisaient la épicerie, il y avait des cours de musique, il y avait des cours de... Tu sais, puis la récidive était vraiment moins élevée, mais les prisons... Je dirais pas que ça a l'air le fun, là, mais quasiment, tu sais. Ouais. Fait que je me demandais si la réhabilitation, ça aide. Comme on dit tantôt, là, des fois scolariser ou comme donner des outils. Donner un plan. Oui, c'est donner ça, comme c'est un qu'ils plan. formaient pour qu'il y ait un emploi quand ils sortent. Fait que, tu sais, si tu t'assures qu'il y a un emploi quand ils sortent, ben... Puis ils sont habitués à un certain luxe, tu sais, tu leur fais vivre dans un appartement, bien manger, pas consommer, avoir des contacts humains, avoir un emploi, puis quand ils sortent, ils sont comme, ben, c'était le fun. Fait que, vous en savez plus que vous le pensez, je pense. C'est vraiment une bonne réflexion. Je vais te répondre en 2 temps. Pour ce qui est de justement une prison qui ressemble à la vie quotidienne, là, donc les pays scandinaves, il y a des études qui se sont penchées sur le sujet puis qui ont découvert que qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va se réhabiliter, c'est que on va diminuer la rupture avec son quotidien. Donc, plus le milieu carcéral ressemble à sa vie quotidienne, moins que point de rupture entre les deux, plus la réhabilitation va être facile. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est juste que tu sors de l'institut, puis c'est la même affaire. Fait qu'au final, tu sais déjà comment... T'es opérationnel. Sinon, si tu enlèves tous les repères, tu le mets dans un milieu complètement différent, tu le remets en société, ben ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, puis on adore là, aller lire sur justement les prisons là-bas parce que c'est vraiment un modèle sur lequel on devrait se baser davantage. Là. C'est montrer que ça fonctionne, puis les taux de criminalité sont les plus bas là-bas. Là, c'est vrai. Fait que c'est vraiment un modèle que j'adore et que j'adore que tu as soulevé. Puis deuxième point, c'est que tu dis, c'est-tu le verdict qui fait en sorte... Fait que c'est-tu la façon qu'on prend en charge les personnes qui font en sorte qu'ils ont un faible taux de récidive? Ben oui, parce que... Mettons une personne qui présente un trouble de santé mentale, mais qui ne concorde pas dans les critères de non-responsabilité criminelle. Tu sais, par exemple, il est schizophrène, mais on n'a pas été capable de prouver qu'au moment du délit, il n'était pas capable de distinguer bien du mal, ben il va être envoyé en prison, cette personne-là. Le taux de récidive, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense ça. Le taux de récidive après 5 ans de ces personnes-là, là, des personnes qui présentent des troubles de santé mentale qui sont envoyées en prison, c'est comme de 70 %. Ah ouais, hein? C'est énorme. C'est énorme. Oui, j'explique pourquoi. Là, dans le fond, c'est qu'on a souvent des peines très... en fait, là, il y a soit les prisons que les pénitenciers. Les prisons, c'est 2 ans, une peine de 2 ans et moins 1 jour. Les pénitenciers, c'est 2 ans et plus. Fait que c'est comme provincial et fédéral. Quand tu es envoyé au fédéral, que tu as une peine plus longue, donc de 2 ans et plus, tu as accès à beaucoup plus de services dans le milieu dans lequel tu es. Fait que tu as des psychologues, tu peux commencer un suivi parce que tu as le temps de le faire. Oh mon Dieu! Ouais. Versus provincial, je sais pas si tu savais un petit peu comment ça fonctionne, là, mais 2 ans moins 1 jour, là, si tu as une peine, par exemple, de 6 mois, ben avec la libération conditionnelle, tu sors aux 2/3 de ta peine. Fait que je pense que la durée moyenne d'une peine là, au provincial, là, ça doit être 1 mois. Là, fait que la personne a fait son temps, mais il n'y a pas de service qu'il va faire. Elle est juste enfermée pendant 1 mois, mais elle revient. Fait qu'on n'a rien appris, dans le fond. C'est exactement. Comme, on te laisse là. Exact. Comme on t'envoie bouder dans ta chambre, puis OK, tu peux retourner puis recommencer à faire ce que tu fais. Parce qu'il y a l'aspect du temps qui est restreint. Est-ce qu'on a le temps de commencer un suivi? Pas vraiment. Mais aussi, est-ce qu'on a les services nécessaires dans les prisons? Il n'y a pas les budgets pour avoir des psychiatres, des psychologues. Donc, il n'y a même pas les services. Puis on utilise beaucoup la médication pour régler les problèmes. Il n'y a pas les budgets. Je ne sais pas à quel point, sur le coup, tu payes moins cher si tu investis là. Ah, ça, c'est sûr. Ça. Ouais. Puis, il me semble en plus que le doc en psycho, il est méga contingenté, mais en même temps, il manque de psychologue. On en a besoin. Bon, mais c'est comme les médecins. On dit ça aussi. En tout cas, je sens qu'il y a un problème ici. Oui, clairement. Oui, exact. Okay. Parce que ce serait le fun qu'ils puissent commencer le suivi. Tu sais, mettons, la prison, c'est 2 ans moins... c'est ça? 2 ans moins jour. Puis, au pire des cas, tu continues ton suivi même quand tu sors. Dans le sens, t'es quand même suivi. Ouais. Mais là, c'est juste que, t'es pas là assez longtemps. Fait que... Ça sert à rien. Puis on dit, il y a des théories qui disent que la prison, c'est l'école du crime. C'est-à-dire que, là, tu mets des personnes... Tu mets des personnes ensemble qui commettent de la criminalité, ils se font des liens, puis
Ils donnent des trucs. Là. Fait que quand tu sors ton réseau, c'est encore plus d'autres criminels. Ouais. C'est pas fou. C'est pas fou. Fait que c'est pour ça que quand je parlais des programmes de déjudiciarisation qui empêchent la judiciarisation, fait que fais ton programme, puis en échange, t'enlèves tes accusations. C'est magique, là. C'est juste ça qu'on veut, là, dans le fond, là, c'est que la personne soit prise en charge. Là. C'est pas qu'elle soit enfermée dans un établissement puis qu'elle tourne les pouces pendant 10 jours. Là, fait que... hein? Ben non, parce qu'en ressort, elle n'est pas utile à la société dans le sens où tu n'as rien appris. Non. Versus un milieu hospitalier comme Robert Gifford, comme Pinel, les équipes traitantes, là, wow, là, c'est criminologues, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, une méchante belle équipe autour de la personne. La commission d'examen, c'est les mieux placés pour prendre des décisions par rapport à cette question-là. Fait évidemment qu'au Québec, on s'en sort très, très bien pour prendre en charge ces personnes-là en milieu hospitalier. Je trouve ça quand même drôle, mais pas drôle, haha, mais tu sais, on voit dans les médias, souvent quand il y a des affaires vraiment graves, c'est genre, tu sais, c'est une tragédie, puis c'est vrai. Mais en même temps, comme tu viens de dire, au Québec, on s'en sort vraiment bien dans, comme, outiller les gens, puis réhabiliter. Genre, on peut se le donner, là, comme c'est positif, ça. Là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on pense souvent... c'est normal que vous n'ayez pas la réponse. Quand que je vous dis c'est les personnes qui sont les moins susceptibles de récidiver, c'est pas quelque chose qui se vend dans les médias. Là, non, mais il aurait dû en parler. Parce que, comme tu dis, le statut de à haut risque, ça, ben dans le fond, ça sert à rien. Puis tu viens de dire pourquoi. Juste avec une statistique, ça sert à rien. Fait que si on le savait, ben... Exact. Parce que c'est plate parce que la population a beaucoup cette idée-là en tête là, avec les médias, que ces personnes-là peuvent s'en prendre à n'importe qui sur la rue. Ouais. On regarde les statistiques, ben non, là, c'est les inconnus, c'est les moins victimisés. Là, c'est pas vrai. Là, c'est des échantillons qui sont montrés dans les médias qui fait que la population croit que, on a peur de se promener dans les rues parce qu'on a tellement peur qu'ils s'en prennent à nous, mais c'est vraiment pas ça les statistiques. On pense aussi que, par exemple, le verdict de non-responsabilité criminelle, c'est utilisé comme une sentence bonbon, puis c'est donc facile à voir. J'ai une stat, là, c'est sur 1000 procès criminels, il y a moins de 1% au Québec qui s'en sort avec un verdict de non-responsabilité criminelle. C'est très difficile à obtenir. Mais en même temps, en écoutant ce que tu me dis, puis que ces personnes-là, c'est moins d'1% de récidive, j'ai envie de donner ce verdict-là à tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que je me dis, ça ou 70%? La question se pose, hein, puis je pense que c'est politique, hein, parce que on sait que ça fonctionne, c'est extrêmement difficile à obtenir, mais en même temps, la population va être contente qu'on commence à donner des verdicts. Fait que, moi, je pense que c'est comme une joute de les pour et les contre. Là. Donc, c'est touché. Oh mon Dieu. Fait que ton projet. Oui, mais c'est une très belle parenthèse. C'est une très bonne question, honnêtement. Là. Bien joué. Je pense qu'on va finir l'épisode avant d'aller nous parler du projet. Il reste genre 10 minutes. On est là. On est là. Genre, je sais pas quand on a commencé. On a vraiment... Là, pour vrai, on a tous les outils en main pour comprendre. Mais je pense que oui. Là. Oui, là. On a expliqué pourquoi ça servait à rien. Ah oui, je vais juste finir avec pourquoi ça y est. Je vais finir avec pourquoi ça sert à rien aussi. En fait, on a dit que les personnes qui avaient ce statut-là ne pouvaient pas sortir de l'hôpital. Mais en psychiatrie, il y a un concept selon lequel, quand une personne qui a un problème de santé mentale est exposée à un environnement qui est nouveau, un environnement qui est stressant, a.k.a. la communauté, les symptômes psychotiques ont tendance à refaire surface. Puis c'est important que ces personnes-là apprennent à gérer ces symptômes-là. Parce que même avec une prise de la médication, des schizophrènes, il y a 50% qui vont continuer à entendre des voix à chaque jour malgré une prise de médication. Fait que ça veut pas dire qu'ils sont à risque, ça veut dire qu'ils entendent des voix puis qu'ils doivent apprendre à les gérer en communauté. Fait que si on empêche ces personnes-là de sortir à l'extérieur, on va les garder enfermés pour le moment qu'on va les faire sortir. Ils vont devoir s'arranger, d'apprendre à gérer, puis ils vont être moins encadrés. Là, c'est le temps de le faire. Il y a une équipe traitante qui sont là pour lui, pour l'aider, pour ajouter sa médication, lui donner des trucs. Fait que le fait de l'empêcher de sortir de la communauté, ça fait le contraire de protéger la société telle que le prétend, par exemple, Stephen Harper. Ouais. Fait que ça clôt un peu pourquoi ça fonctionne pas. Puis en plus, ça va un peu à l'encontre de tous les principes que je vous ai parlé tantôt, de la restreinte qui disait, là, on a plus le droit de l'envoyer en détention de manière automatique. C'est ça qu'on fait. Fait que ça va à l'encontre des arrêts qu'on a décidés. C'est brillant.
Oui, c'est ça. Ça va aussi en l'encontre du principe selon lequel on doit libérer la personne à partir du moment qu'elle ne présente plus de risque pour la société. Ouais. Parce que, bon, à la place de passer de façon annuelle, la personne va passer aux 3 ans. Fait que ça se peut que dans ce laps de temps-là, la personne soit mieux, son état mental se stabilise, qu'elle ne présente plus de risque pour la société, mais on ne s'intéresse pas à son dossier en dedans de 3 ans. Fait que ça se pourrait qu'après 2 ans, elle aille bien, qu'elle puisse sortir, mais on va la garder pour 3 ans sans s'intéresser. J'ai l'impression que ça doit empirer, là. Au début, tu vas bien, puis après, tu es juste comme un peu fâché de ta situation, puis le fait d'être enfermé, tu comme... Ben oui, c'est extrêmement difficile, les conditions. Là, moi, j'ai travaillé sur les unités plus à risque. Puis, quand t'en as 3 qui sont en psychose, qui crient au meurtre, qui sont tout nus, puis que toi, tu vas bien, n'importe qui là, capoterait. Je comprends, Fait que à un moment donné, ça te pèse aussi. Là. Ouais, vraiment. Fait que, OK. Puis on dirait que, je sais pas comment formuler ça, là, mais des fois, on dirait que, mettons, dans ta vie, je sais pas, ça va moins bien, puis là, tu vas mieux, tu as envie de t'entourer de gens qui ça va mieux bien, pour aller encore mieux, tu sais. Fait que... Ouais. Fait que... Donc, ton projet. Mon projet... Au 10 minutes, on est comme ton projet. Mon projet. Dans le fond, fait que là, je me ramasse avec plein d'aspects problématiques là, par rapport au statut d'accès au risque. Ouais. Mais surtout le fait qu'il y a personne qui a demandé l'avis des psychiatres puis des professionnels qui travaillent au quotidien avec ces personnes-là. Parce qu'ils ne sont pas consultés. Ils ne sont pas consultés. Dans l'élaboration du projet-là, il n'y a personne qui a été consulté. Ouais. Fait que le but de mon projet, c'est de donner la chance aux personnels qui ont ou qui continuent d'intervenir auprès de ces personnes-là, à savoir c'est quoi leur opinion, eux, par rapport à ce statut-là. Est-ce qu'ils pensent que ça fonctionne pas? Fait que c'est d'aller comprendre l'opinion des équipes traitantes, puis de voir la façon dont ils appliquent la loi. Parce qu'il y a un courant, là, mon cadre théorique, c'est que selon l'opinion que tu entretiens à propos d'une loi, ça se peut que tu appliques la loi différemment. Est-ce que tu l'appliques fidèlement ou non en fonction de ce que tu penses de la loi? Fait que ça, c'est un peu mon cadre théorique. Fait que donc, je vais faire ma collecte de données, ça va être de faire des entrevues avec psychiatres, criminologues, travailleurs sociaux, bref, les équipes traitantes qui interviennent auprès de ces personnes-là. Fait que mes 2 lieux de collecte, c'est avec l'USMQ puis Philippe Pinel. Fait que je vais faire des entrevues avec les psychiatres pour répondre à cette question-là. C'était un peu là où j'en suis en ce moment, là, avec tous les aspects administratifs là, de l'éthique. Là. J'ai reçu mon go pour les psychiatres à l'USMQ. Fait que j'ai commencé mon recrutement. Donc, les entrevues devraient débuter sous peu. Fait que je suis un peu rendue là. Ça fait déjà 2 ans que tu as remis. 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Fait que, mes premiers... très long. Oui. C'est très long. T'sais, mes premiers chapitres, vous voyez, les premiers chapitres sont faits. Là. Je suis vraiment juste à collecter mes données. Puis, toute la théorie est faite, c'est vraiment le terrain. Là, exact. J'ai très hâte. Mais c'est sûr qu'en termes de, en guillemets, paperasse, ça doit être quand même compliqué, comme tu dis, avec tout ce qui est l'éthique. Là, fait que, que le projet soit accepté puis que tu puisses vraiment comme, contacter les gens puis tout. Là. Vu que c'est un milieu qui est quand même difficile. Là, fait que côté motivation, mettons, comment ça se passe? C'est sûr qu'on se compare, hein, tous mes collègues, eux, ils ont déjà fait leur collecte de données, sont rendus à analyser. Fait que, moi, je suis vraiment stand-by là, depuis quelques mois. Là, moi, tout est fait, puis je peux pas avancer à mon propre rythme. Fait que je fais juste attendre après ça. Puis il y a quand même la possibilité que ça soit refusé. C'est toujours une possibilité. Là, fait que moi, faudrait que je me trouve un autre sujet de recherche là, dans l'éventualité où c'est refusé. Donc, on se croise les doigts. Mais bon, c'est sûr que de vendre la maîtrise en 2 ans, c'est pas très réaliste. Là, quand j'ai commencé, c'était ça l'objectif, mais on se rend vite compte que c'est peut-être pas la réalité, là, malheureusement. Mais même dans le domaine de la santé dans lequel on est, des fois, 2 ans, t'es très flush pour faire ce que tu veux faire. Fait que j'imagine pas dans un domaine comme la criminologie que justement, c'est plus compliqué, c'est avec des humains, là, souvent. C'est ça. Puis en plus, mon projet, il est jugé à faible risque parce que je fais des entrevues avec les professionnels, pas avec des enfants, pas avec les personnes qui ont commis des auteurs de crimes. Là. C'est ça, tu sais, c'est assez simple. Mais bon, c'est une question d'administratif et de libérer des professionnels pour mes entrevues. T'sais. Mais t'es pas à temps plein, tu sais, ce que j'entends, c'est que tu travailles à côté. Techniquement, je suis à temps plein. J'ai une session à temps plein, mais tu sais, je travaille. Là, effectivement, pas le choix. Je me tourne pas les pouces en attendant d'avoir une réponse. Là, fait que je m'occupe avec mes contrats de recherche. Puis, oui. C'est souvent pas à ça que tu t'attendais quand tu étais au bac? Non, pas du tout. Tu sais, même la première année, quand que j'ai commencé, je pensais qu'il y allait avoir des examens puis que ça allait être une continuité un peu du baccalauréat, mais
Pas du tout. Fait que on a peu d'informations. Là. Au baccalauréat, les professeurs nous en parlent vraiment pas beaucoup. Quand on arrive, c'est vraiment de l'adaptation. Fait que autant les cours que justement l'éthique, de tout apprendre ça, c'est vraiment compliqué. Là, toutes les démarches à l'éthique. Je pense que je vous en parlais l'autre fois, là, mais les professeurs sont là pour nous guider. Mais c'est souvent pas eux qui font les démarches à l'éthique, qui engagent des étudiants, des auxiliaires, des professionnels de recherche pour faire les démarches à l'éthique. Fait que, eux aussi, c'est normal qu'ils savent pas tout, là, Fait que faut être débrouillard. Puis, moi, puis le professeur Charette, on essaie de se débrouiller là-dedans. C'est un peu nouveau, là, toutes ces procédures-là, là, mais... Puis la maîtrise de criminaux à l'Université Laval est très nouvelle aussi, là, fait que... Oui, exact. Ça fait 2 ans que ça existe, versus à Montréal, que ça fait plus longtemps. Fait que c'est une espèce d'adaptation pour tout le monde, autant pour les profs que les élèves, là. C'est sûr que ça va s'améliorer avec les années, là, mais... c'est comme une période un peu d'adaptation pour tout le monde, là. C'est ça. Et tu vas avoir le syndrome de l'imposteur au début, t'es comme... C'est quoi je fais? Oui, vraiment. Mais tu te rends compte rapidement que c'est le même pour tout le monde. C'est qu'à un moment que c'est dit, que c'est nommé, tout le monde autour de la table fait comme, OK, on est tous dans le même bateau, tu sais, on est tous mêlés ensemble, ça va aller mieux. Mais oui, vas-y. T'as-tu des cours? Ou c'est plus de la recherche comme, tu sais, les réécrire et faire tes... C'est des cours pour la première année. On a 4 cours. C'est 2 sessions par puis c'est très demandant, là. C'est des séminaires de recherche. Fait que tu lis des articles scientifiques, tu arrives autour de la table, puis il faut que tu débats des textes en groupe. C'est pas le professeur qui donne la matière, il est juste là pour nous écouter, intervenir quand c'est nécessaire. Fait que c'est vraiment toi qui crée ton propre cours, si je peux dire. Fait que c'est beaucoup de travail, puis c'est des gros travails de recherche pour chaque cours. Fait qu'il faut que tu fasses un début de travail de recherche jusqu'à ta collecte. C'est des gros travails à remettre de 30 pages pour chaque cours. Donc, c'était vraiment une grosse année. Fait que c'est temps plein de cours, là. Ouais, ben j'ai fait mon année. Moi, je l'ai fait d'une shot, là. J'ai fait 4 cours, 1 an. Puis après ça fait l'été, ça fait comme à peu près 6 mois que là, je suis dans vraiment la recherche que j'ai juste ça à faire. Là. Puis, mettons, là, clairement, tu as sûrement dépassé un peu ton 2 ans de maîtrise. C'est-tu comme correct, là? Ben, techniquement, c'est correct, là, parce qu'il y a comme une petite façon de contourner. Si tu veux, mettons, continuer au doctorat, tu peux déposer techniquement. Tu peux commencer ton doctorat puis pas avoir déposé encore ton projet de mémoire. Tu peux comme le dépasser en même temps. Fait que, tu sais, si j'avais voulu continuer au doctorat, j'aurais pu... ça aurait fonctionné quand même. Tu sais, je vais dépasser un petit peu, tu sais, 2 ans et une session, mais ça va fonctionner quand même. Là, OK. Fait que c'est pas trop démoralisant? Non. Pas encore. Pas encore. Ouais. T'en connais-tu ceux qui ont des projets de recherche à haut risque? Non, pas dans ma cohorte, mais tu sais, il y en a beaucoup là, que c'est des auteurs, là, mettons, auteurs de violence conjugale. J'ai des victimes. T'sais, je sais pas si c'est à haut risque, mais clairement là, que ça nécessite quand même une bonne évaluation de l'éthique. À haut risque, je pense que c'est les enfants, là, surtout. Là, les enfants, puis surtout des victimes. Fait que peut-être que j'en ai une dans ma classe qui le font, mais la plupart, c'est des auteurs de violence conjugale, auteurs de délits. Mais tu sais, on n'en a pas tant discuté là, au niveau de l'éthique, mais ça devait être quand même... c'est ça, je me demandais si tu aussi pire ou si c'est sûr que c'est pire que ça. Je pense que c'est pire. C'est différent. Moi, c'est administratif, c'est ça qui est complexe. Eux, ça doit être de justifier tout. Tu dois envoyer tout ton questionnaire, toutes les questions que tu vas poser, tes relances, pour être sûr de ne pas revictimiser la personne. Puis ça fait full de sens là, qu'on doit passer par là, mais il faut comme tout préparer d'avance puis tout prévoir. Fait que c'est un travail beaucoup en amont. Là, Après ça, c'est facile de faire ta recherche. Tu arrives à faire les entrevues, tout est fait. C'est pas ça qui est difficile, c'est le 6 mois que tu as passé avant. Tu y penses quand tu es encore au bac, puis là, tu penses à ta maîtrise, puis là, oui. Mais les profs qui pensent à ça, tu sais. Non, si les profs nous l'avaient dit, idéalement, c'est ça qu'on aurait dû faire. Ouais. C'est pendant 1 an d'avance. Puis, non, mais c'est bon d'en parler. S'il y en a qui nous écoutent, ça les intéresse, peu importe. Prenez-vous d'avance. Ah oui, puis les profs sont hyper accessibles, sont contents là, quand on vient à la maîtrise. Là, fait que si vous voulez approcher un prof, vous avez un intérêt de recherche en particulier, c'est sûr qu'ils vont être très contents de vous guider. Là. Est-ce que les facteurs se multiplient ou ça dit? Oui, c'est ça. C'est un bon sujet. Et là, je pense que le temps va nous manquer. Il y aurait tellement de choses qu'on voudrait parler. Ouais, je regarde aussi. Je regarde les questions, je suis comme, non. Ça sera pour une fois. Oui. Non, c'est vraiment intéressant.
Tant mieux si vous avez aimé ça. Avais-tu comme une dernière chose sur ton projet que tu voulais dire ou... Non. On a fait un bon tour, je pense. C'est parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Là, fait que... Oui, ben oui, je vous tiendrai au courant de mes résultats, c'est sûr. Puis idéalement, tu sais, avec ce que tu as ton projet, tu voudrais que ça publier un article. Puis idéalement que ça mène peut-être à enlever cette nouvelle loi-là. Ben, une révision du moins, peut-être. Oui, parce que je veux pas m'avancer. Je demeure très ouverte à l'opinion des équipes traitantes. Je veux pas assumer leur opinion. Fait que, tu sais, je me ferme pas du tout, là, mais avec ce que je lis de la littérature, c'est sûr que j'aimerais qu'il y ait des changements qui soient apportés. Tu sais, peut-être pas abroger le projet de loi, mais apporter des modifications, peut-être au niveau des permissions de sortie. Le 3 ans, c'est ça. Peut-être apporter des petites modifications, c'est sûr que je serais bien contente. Ouais. Bon. Aurais-tu des ressources ou si les gens veulent en savoir plus sur le sujet, à nous partager? On va les mettre en commentaire dans la description, là, mais si jamais tu as de quoi... J'ai 2 petites ressources chouchous en santé mentale, le 1866 appel pour le Centre de prévention du suicide. Même si vous n'avez pas un plan X en tête, juste des préoccupations, ça va moins bien, appelez. Si jamais ce n'est pas la bonne ressource pour vous, on va vous référer. Fait que 1866 appel. Puis le Ça suffit que je vous avais, je pense, parlé. Oui. C'est pour les personnes qui présentent des fantaisies sexuelles déviantes, soit des intérêts sexuels pour des enfants. Fait que tout ce qui est pédophilie, qui ont ces intérêts-là, mais qui n'osent pas en parler parce que c'est hyper tabou. Fait qu'ils sont gênés, ben n'hésitez pas, c'est une ligne d'écoute. Fait que c'est des professionnels qui sont là pour vous écouter, puis pour vous guider, puis vous empêcher de passer à l'acte. Mais c'est cool. Fait qu'on va tout mettre ça. C'est vrai, on n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est pas grave. Mais justement, ça ouvre la porte que si jamais... Parce que là, on a beaucoup parlé de choses aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'éléments. Ouais. Si vous êtes étudiant, étudiante ou chercheur, peu importe, dans tout ce qui est psychologie, psychiatrie là-dedans, écrivez-nous pour vrai. Ce serait vraiment intéressant d'avoir une suite sur un sujet comme ça. Ouais. Puis aussi, sur des ressources comme ça, sur ce type de ressources-là, si vous travaillez... Vous faites de la recherche là-dessus, contactez-nous pour vrai. Je pense que ça pourrait être une belle série d'épisodes là, vraiment à développer. Là. Fait que ça fait 2 belles ressources. Ouais. Oui. Merveilleux. Cool. Ben, merci beaucoup d'être venu et de tout nous avoir expliqué ça. Ça fait plaisir. C'était super cool. Je pense qu'on a beaucoup appris. Je pense que ça va être un épisode très polarisant, mais très intéressant. Probablement. Fait que, c'est ça. Fait qu'on vous souhaite... bonne journée à tous, bonne soirée, bonne nuit. On se revoit pour un prochain épisode. Yes. Bye. Bye.